Dans cette vidéo, on va parler du temps d'attention, car c'est un sujet fascinant, rempli d'études douteuses, de mensonges, mais aussi d'incompréhension. Et avant même de décider de traiter ce sujet, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ces articles. Selon des études récentes, il se réduirait progressivement, atteignant une moyenne de 8 secondes au total. Pour comprendre la gravité de la situation, sachez que c'est moins que celui d'un poisson rouge. Ou encore celui du Dauphiné qui lui blâme les technologies et réseaux sociaux. La multiplication des écrans, les réseaux sociaux, le nombre d'heures passées à zapper l'information avaient fait diminuer notre niveau d'attention. Et puis évidemment, celui de 20 minutes. Bientôt, l'humain ne pourra pas rivaliser avec le poisson rouge tellement sa capacité d'attention se dégrade, passant de 12 à 8 secondes depuis l'an 2000. Alors là, franchement, il y a de quoi avoir peur. Parce que si on en croit ces articles, notre capacité d'attention était de 12 secondes en l'an 2000, mais elle se serait fortement dégradée pour baisser jusqu'à 8 secondes. Le problème, c'est que ces articles ne disent pas la vérité. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils ne parlent pas du vrai danger lié à notre attention. Alors il est temps de faire notre investigation pour mieux comprendre ce sujet. Alors évidemment, tu t'en doutes, je ne peux pas te dire que ces articles sont faux sans te le prouver. Alors commençons par aller investiguer leurs sources. D'un côté, on nous parle d'une étude de Microsoft et de l'autre, un communiqué de Samsung. Après quelques secondes de lecture, je peux te le dire tout de suite, les articles ne donnent pas leurs sources, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lien pour trouver les études qui sont citées, et pourtant ça ne les empêche pas de donner des chiffres, mais aussi de faire des déductions. Mais heureusement, en partant à la recherche de ces sources, on a pu trouver l'étude de Microsoft, que j'ai lue attentivement, et elle pose deux problèmes. Tout d'abord, c'est pas une étude scientifique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas suivi le process habituel de relecture et publication dans un journal scientifique. Et le deuxième problème qui est un peu plus grave, c'est que cette étude ne prouve pas que le temps d'attention est en baisse. Mais alors à quoi peut-elle servir cette étude ? C'est pas compliqué, c'est une étude qui en fait est destinée aux professionnels du marketing et de la publicité et qui n'est pas du tout une étude sur l'attention faite par des scientifiques. Alors à ce moment-là, tu peux te dire que sur ces articles, on a deux sources et que la première est clairement pas viable. Et puis la deuxième, c'est un communiqué de Samsung. Un communiqué, pas une étude. Et là encore, on nous annonce des chiffres et des conclusions avec absolument aucun fondement scientifique. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire 4 heures sur ces articles et ces sources puisqu'il n'y en a aucun qui tient debout et on n'a pas vraiment avancé dans notre quête. Je te propose donc de faire comme d'habitude et de se tourner vers la science. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est pas ce qu'on trouve, mais plutôt ce qu'on ne trouve pas. Et on n'a pas trouvé d'études qui se concentrent spécifiquement sur l'étude du temps d'attention de façon scientifique. Pour une simple et bonne raison, c'est que le temps d'attention ne veut pas dire grand-chose. Qu'on utilise durée d'attention, attention span en anglais, ou temps d'attention, c'est des termes qui sont couramment utilisés par la population générale, mais malheureusement, aucune méthode permet de quantifier objectivement cette capacité à la fois dans le milieu de la recherche et clinique. Donc tu l'auras compris, quand on te dit « le temps d'attention se dégrade », c'est comme si on te disait « la santé va mal ». C'est flou, et du coup ça fait cliquer. Et ça, c'est quand même assez grave. Parce que quand tout le monde se met à reprendre une information qui est fausse, ça donne lieu à des comportements qui vont souvent dans le mauvais sens, et malheureusement, on ignore le vrai problème. Mais avant que je te parle du vrai problème, il faut que je t'explique comment fonctionne notre attention. Et tu vas voir, ça va changer toute ta vision des choses. En réalité, l'attention, elle a différentes composantes. On va en prendre deux qui peuvent nous aider dans notre quête. D'un côté, on a l'attention soutenue, c'est ta capacité à te concentrer sur une période de temps, et on a l'attention ciblée. C'est ta capacité à te concentrer sur une chose parmi d'autres. Alors maintenant, pour mieux comprendre cette notion d'attention ciblée, ce que je te propose, c'est de faire un petit test. On va le faire en direct, ça dure 24 secondes. La consigne est super simple, tu dois compter le nombre de passes qui se fait entre les personnes qui portent un t-shirt blanc. C'est parti. Combien de passes as-tu compté ? La bonne réponse, c'est 15, mais la vraie question, c'est est-ce que tu as vu le gorille ? C'est le gorille qui passe au milieu. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle démonstration pour te montrer ce qu'il se passe quand ton attention est concentrée, focus, sur une chose plutôt qu'une autre. Tu ne vois plus certaines choses qui sont pourtant en face de toi. C'est ce que les scientifiques appellent la cécité inattentionnelle. Alors tu vois, ces deux concepts d'attention soutenue et d'attention ciblée sont hyper importants pour la suite. Ça va notamment nous aider à mieux comprendre les études qu'on va voir tout de suite. Et notamment une interview de Gloria Mark sur laquelle je suis tombé pendant mes recherches, qui visiblement peut nous éclairer avec quelques pistes. Well, I mentioned in the introduction that you have found
evidence that our attention spans have shrunk in recent years, at least as measured by how long people spend on tasks and screens at work. Can you talk about that? How much have our attention spans shrunk? So, we started measuring this back in 2004. And at the time, the measures that we used were stopwatches because that was the most precise thing we had at the time. We would shadow people with stopwatches. For every single activity they did, we would record the start time and the stop time. So you're on a screen where you're working in a Word doc. As soon as you get to that screen, we clicked start time. As soon as they turned away and checked email, we clicked stop time for the Word document, start time for the email. So back in 2004, we found the average attention span on any screen to be 2.5 minutes on average. Throughout the years, it became shorter. So around 2012, we found it to be 75 seconds. This is with logging techniques. Alors là, tu vois ce que dit Gloria Mark, ça a l'air crédible, mais en réalité, il y a un très gros problème d'interprétation et de méthode. Alors si tu ne l'as pas repéré, le problème, ne te sens pas bête, parce que je vais t'avouer que moi non plus, j'avais pas remarqué avant de faire appel à des professionnels et donc de faire une interview avec le docteur Gemma Briggs. I'm Professor Gemma Briggs. I'm a professor of applied cognitive psychology based at the Open University, and my research area of interest and expertise is attention and perception for dynamic scenes. So I do a lot of work in the lab looking at mobile phone use by drivers, but I also talk about things to do with attention and perception more generally. Alors au moment de cette interview, ça fait 2 semaines que je travaille sur le sujet et j'ai donc voulu commencer par une question qui est simple, tu vas le voir, mais qui est la clé pour tout comprendre. J'ai donc demandé au Dr Briggs, est-ce que quand on regarde un film et qu'on fait autre chose, cela indique que notre temps d'attention est court? Par exemple, tu regardes un film et tu prends ton téléphone. Nothing to do with your attention span, it's to do with shifting the focus of your attention. If your phone goes off, you're suddenly absorbed, you've switched your attention, you're suddenly absorbed in what is happening on your phone. You look back up 60 seconds later and you have no idea what's happened in the movie that you're watching, or you've missed a really important plot point or whatever. Nothing to do with how long you can focus your attention, and everything to do with how you've chosen to focus your attention in that time. Et voilà, on a ici la notion super importante qui est que quand tu passes d'une tâche à une autre, c'est un changement, un switch, un shift. Et donc, si on reprend la méthodologie de Gloria Mark, quand tu es sur ton ordinateur pendant 20 minutes, que tu commences par écrire un document Word, puis au bout de 4 minutes, tu changes pour lire tes mails, alors tu fais ça pendant 6 minutes, puis tu reviens sur le document Word pendant 10 minutes, ton temps d'attention ne peut pas être défini par la moyenne de ces différentes tâches. Et pas non plus par 4 minutes, 10 minutes ou 6 minutes. En réalité, ton temps d'attention ne change pas. C'est ton focus qui passe d'une tâche à l'autre. Tu as donc fait preuve d'attention soutenue pendant 20 minutes, mais ton focus a été réparti sur 3 tâches différentes. Donc, quand on utilise ce type de méthodologie, dite de logging, le problème c'est qu'on mesure principalement ce que tu fais et non pas tes capacités. Voici comment l'explique Gemma. There's a separate strand of research that looks at how long do people tend to look at things? How long do people tend to engage with things? And that's conflated with the idea of how long can they focus on things. So how long someone watches a video doesn't really have any bearing on how long they are able to focus their attention for. It's just their choice. Et justement, ici, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il existe des personnes dans le monde qui ont des maladies, des traumatismes. Ces personnes-là ont donc un vrai problème de capacité d'attention. Et d'ailleurs, là, il y a un truc intéressant, c'est que les docteurs ne possèdent pas aujourd'hui de tests fiables pour définir si les capacités d'attention sont atteintes. Ils doivent donc utiliser différents tests pour établir un diagnostic. Alors t'imagines bien que Microsoft, Samsung, qui font des études approximatives, ne peuvent pas aujourd'hui te dire si on est à 8 secondes ou 30 secondes d'attention. Bon, maintenant, malgré le fait qu'on ait compris tout ça, et qu'on sache un petit peu mieux où on en est, il se pose toujours une question. Pourquoi, quand on fait une tâche, d'un coup, on peut changer de focus pour en faire une autre? Alors prenons un exemple, ce sera plus facile. Tu travailles sur un tableau Excel pour ton job, et puis là, tu prends ton téléphone alors qu'il a même pas sonné. Et disons que tu vas sur Instagram par exemple.
Dans ce cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est très intéressant, c'est que tes capacités à rester engagé sur une tâche vont varier en fonction de différents facteurs. Ton niveau de fatigue, ton niveau de stress, ton environnement, par exemple le bruit dans l'open space, des klaxons dans la rue, mais tes capacités d'attention, elles peuvent aussi varier en fonction de la tâche elle-même. Alors c'est ce qui pourrait par exemple expliquer que ce professeur se plaint que ses élèves ils écoutent pas en classe. D'ailleurs, quand j'ai lu cet article, je me suis dit que peut-être ils n'étaient pas attentifs car le cours était moins intéressant que ce qu'ils étaient en train de faire sur leur téléphone. Je me suis donc posé la question de savoir est-ce que ton intérêt et amour pour une tâche influencent les ressources cérébrales que tu es prêt à lui allouer. How interested you are in a task will, of course, contribute to how focused you are on that task. That task needs to sustain your attention. Alors quand tu es sur ton ordinateur et que tu prends ton téléphone pour faire un tour sur Instagram, c'est pas un problème de temps ou de focus de ton attention. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'à chaque instant, plusieurs choses sont en compétition pour ton attention. Très dur à dire compétition pour ton attention. Donc, quand tu commences à perdre intérêt pour ton tableau Excel, naturellement, un petit passage sur Instagram, c'est vachement plus sexy que de te mettre sur une autre tâche de ton travail. Et tristement, c'est pour ça que ce prof n'a aucune chance. Parce qu'en fait, tous les jours, il se bat pour l'attention de ses élèves, mais il est en concurrence avec leur téléphone. Donc tu vois, c'est pas toujours une histoire de notifications et de perturbateurs extérieurs. Ça peut effectivement venir de ton intérêt pour une tâche, mais pas seulement. Parce que quand le Dr Briggs dit que ta capacité d'attention est liée à la tâche, ça prend en compte ton intérêt pour cette tâche, mais aussi la difficulté de la tâche et les ressources nécessaires pour l'accomplir. So if I'm trying to read a book, for example, I'll use some visual resources. I'll be looking at the page. I might hear the words in my head as I read them, so there might be some auditory resources going on there. I'll need to use parts of my memory to retrieve the meanings of those words, to understand them, and I might be making all sorts of other connections in my brain at the same time to understand it and then carry on reading. So I'll use multiple parts of my brain and multiple attentional resources. Donc évidemment, tu as des tâches qui vont demander plus de ressources à ton cerveau que d'autres. Et malheureusement, il semblerait que notre réservoir de ressources soit lui aussi limité. In terms of defining attention, it's a case of we throw the resources that we need for particular tasks at it, but we don't have limitless resources. We'll come to a point where enough is enough and we can't process everything. Alors pour mieux comprendre cette limite, on va imaginer qu'on a une jauge d'attention et donc qu'au fur et à mesure de ce qu'on fait dans la journée, peut-être que quelqu'un doit conduire 1 heure pour aller au travail, tandis que l'autre personne elle a 10 minutes de marche à travers un parc avec des oiseaux, c'est sympathique. On peut imaginer que dans cette même journée, la personne qui a fait 1 heure de voiture, elle doit rentrer et aider ses enfants à faire leurs devoirs, tandis que l'autre personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut de sa soirée puisqu'elle est célibataire. Avec ce petit scénario, on peut tout à fait se dire qu'à la fin de la journée, il est fortement probable que leur capacité d'attention soit différente. Alors évidemment là c'est une grande simplification, mais ça permet de comprendre que notre temps d'attention il baisse pas de façon irréversible, mais plutôt que notre capacité d'attention sera forcément impactée par ce qu'on a fait durant la journée, et plus généralement par ce qui se passe dans nos vies. Donc pour être très clair, tu n'as pas à t'inquiéter, ton temps d'attention n'est pas en danger et il n'est pas en chute libre et encore moins de façon irréversible. Par contre il est vrai que la technologie et les attentes que ça peut créer peuvent te mettre dans une situation de surcharge. Et d'ailleurs, il est probable que cette surcharge et cette surstimulation, elle crée une fatigue qui va nous pousser à choisir certaines fois des tâches qui sont pas forcément les meilleures pour nous, ou en tout cas qui vont demander moins de ressources. Parce que franchement, faire 5 heures de TikTok, ce sera toujours moins difficile que de commencer ton projet qui te tient à cœur. Alors tu peux toujours éviter les perturbations extérieures en coupant tes notifications, tu peux découper les tâches en petits bouts pour conserver l'intérêt et accomplir ta mission, et s'il te reste un tout petit peu d'attention, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te parle des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Tu verras si c'est une arnaque ou pas. Et tu peux aussi regarder cette vidéo, mais là c'est YouTube Roulette. C'est lui qui choisit pour toi parce qu'il te connaît mieux que nous.